Salut à toi, bienvenue sur Chronique Imo. Dans l'épisode du jour, je vais te parler des immeubles de rapport. Tu l'as compris, je connais pas encore le titre parce que je l'ai pas décidé, mais ça va tourner autour de ça. L'idée, c'est, en tout cas mon but précis, c'est de te faire peut-être prendre conscience que c'est un actif intéressant et intelligent, surtout suivant ta stratégie. Donc c'est pas le cas pour tout le monde, donc reste bien jusqu'au bout. Peut-être que tu vas apprendre des trucs, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, ça va peut-être t'aider à choisir si c'est quelque chose qui peut rentrer dans ton portefeuille d'investissement. Je sais que on en entend parler, hein, c'est pas quelque chose de nouveau les immeubles de rapport, ça fait plusieurs années que c'est médiatisé comme étant quelque chose d'intéressant, mais j'ai l'impression que ça correspond pas à tout le monde. En tout cas, ça n'a pas correspondu à ma façon d'investir pendant longtemps. Ça l'est devenu que depuis 2018, donc c'est quand même assez récent. Maintenant, j'ai eu la possibilité d'en acquérir plusieurs, et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Donc je sais pas si tu connais cet actif, si tu en as ou pas, mais moi ça me parle énormément et je pense que pour certains ça peut être un raccourci, donc on va développer, mais ça peut être un raccourci pour atteindre un objectif type indépendance financière, ou en tout cas si c'était comme moi, aller à l'équivalent, enfin en tout cas obtenir l'équivalent de ton salaire. Moi, il faut savoir que dans ma branche, un salaire de cadre junior, donc en début de carrière, c'est aux alentours de 2 000 € net par mois. Donc c'était l'objectif que je voulais atteindre. Donc il se trouve qu'avec, en fait, je fais cet épisode un petit peu pour te dire que tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'investissements, tu peux en faire un seul très bon, voire plusieurs de cette typologie-là pour atteindre un niveau de salaire tout à fait décent, notamment les fameux 2 000 € qui étaient mon salaire de base dans cette boîte. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est possible et je vais t'expliquer comment j'ai fait et notamment avec cet investissement. C'est plus un retour d'expérience. Évidemment, j'ai noté quelques points qui sont des avantages et sur lesquels je vais pouvoir appuyer. Et après, je vais me laisser emporter par mes souvenirs par rapport à cet investissement. Alors déjà, je ne sais pas si tu le sais, mais moi j'ai commencé il y a 10 ans à investir dans l'immobilier. Les immeubles de rapport, c'est quelque chose qui sont rentrés dans mon portefeuille que très récemment, c'est-à-dire 2018. Auparavant, j'ai pu faire achat-revente, achat d'appartement tout seul dans une copro, location saisonnière, enfin voilà, j'ai fait tout un tas de choses. Et les immeubles de rapport, j'en ai entendu parler, je crois, 2015-2016, mais j'ai pas mis mon doigt dedans tout de suite. J'étais même un petit peu réticent pour être honnête, pardon. C'est un petit peu comme tout, en fait, j'ai une résistance à la nouveauté. L'être humain, il est comme ça. Tu vois, pendant très longtemps, j'ai eu des BlackBerry, je voulais pas entendre parler des iPhones. Alors que très clairement maintenant, quand je suis passé à l'iPhone, bah, je me suis trouvé idiot. Voilà, c'est un exemple, mais concernant les immeubles de rapport, j'ai un petit peu fait pareil. Donc j'ai un peu fait l'autruche pendant quelques années, jusqu'à ce que je mette mon doigt dedans, que je me forme un petit peu, mais surtout que je fasse beaucoup de terrain, beaucoup de visites, parce que ça c'est comme tout, les formations c'est très bien. Et moi je dis rien sur ceux qui font des formations, ou même si toi tu prends des formations, enfin peu importe que tu sois formateur ou que tu payes des formations, c'est très bien, il n'y a pas de, y a pas de souci avec ça, mais je trouve que c'est quand même dommage de penser que toute la solution, elle est dans la formation. Je pense qu'aussi une grande partie de la solution quand tu veux investir en immobilier, bah, c'est de faire du terrain, des visites, et surtout apprendre de l'être humain que tu vas pouvoir rencontrer et du réseau que tu vas pouvoir créer par toi-même, hein. Donc il n'y a pas forcément que les formations qui peuvent t'apporter du contenu intéressant. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, comme j'expliquais, j'ai pas tout de suite fait les immeubles de rapport et il se trouve qu'aujourd'hui c'est devenu un investissement central dans ma stratégie. Je vais développer un petit peu parce que sinon tu vas trouver ça juste ennuyant. Te dire que c'est bien, c'est une chose, mais t'expliquer pourquoi c'est peut-être mieux. Donc ouais, je me rappelle surtout d'un appartement que j'avais acheté suite à un achat-revente où j'avais fait une belle plus-value. Donc j'ai acheté deux petits appartements suite à ça et l'un des deux m'a posé des soucis. Enfin vraiment j'ai été rentable que. En fait j'ai été break-even sur l'ensemble de l'opération mais j'ai jamais vraiment gagné d'argent. Donc c'est-à-dire que j'ai fait du cash flow mais étant donné que l'un des deux ne m'a pas permis de gagner d'argent, ben, l'autre en fait ça a fait vase communicant si tu veux. Et l'un des deux investissements m'a permis d'être break-even, c'est-à-dire être à zéro, donc pas perdre d'argent mais pas en gagner. Et clairement, moi je suis le genre de personne qui voit la stagnation comme une sorte de régression. Donc ne pas gagner d'argent avec un investissement, ça équivaut à en perdre.
Surtout que d'un point de vue purement mathématique, si tu regardes l'inflation, bah, de toute façon, de l'argent qui stagne, c'est de l'argent qui perd, en fait, de sa valeur. Donc voilà un petit peu ce qui m'a poussé à revendre ces deux investissements, et enfin notamment l'un des deux, et quand j'ai revendu, bah, je me suis focus sur l'achat d'un immeuble, mais surtout, voilà, je me suis dit que ça allait être le bon moment pour enfin mettre le doigt dans l'engrenage des immeubles de rapport. Donc j'ai revendu cet appart, je me suis positionné sur un immeuble, je me suis pas servi de l'argent de la vente de la toute petite plus-value, je m'en suis pas resservi pour faire un apport, enfin j'ai juste payé les frais bancaires et les frais d'intermédiaire, c'est-à-dire le courtier, mais j'ai pas, voilà, je me suis fait financer l'intégralité de l'immeuble plus les travaux et les frais de notaire. Donc ça c'était important que je le dise parce que c'est peut-être aussi à une autre époque, fin 2018 ça allait encore au niveau des frais de notaire, ils nous demandaient pas trop, mais là c'est devenu au moment où j'enregistre, donc début août, c'est 2022, pardon, c'est un petit peu différent. Donc pourquoi je trouve que c'est un super actif? Bah, tout simplement parce que déjà, point numéro un, je peux diviser le risque. Donc si tu veux, l'avantage d'acheter un immeuble de rapport, c'est que tu as un nombre de lots prédéfini. Exemple, tu achètes un immeuble, il y a 3 lots. Bon bah déjà, tu fais un seul et unique investissement et tu divises ton risque par 3. On est d'accord. Tu as 3 lots, tu peux même, certains lots, s'ils sont grands, tu peux même les rediviser entre eux, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi. Donc tu peux un peu gérer le loti un petit peu comme tu veux. Tu vois, on divise les lots, par exemple, et on crée des lots supplémentaires. Je pense notamment à un de mes immeubles où il y avait sur le papier que 3 lots, et on se retrouve aujourd'hui avec 5 lots, dont un qui est un lot, qui est un espace de stockage, qui est lui-même divisé en 6. Donc tu vois, on arrive vraiment à faire des belles choses, et voilà, donc ça permet de diviser le risque. Ensuite, bah, je suis libre du mode d'exploitation. Donc c'est aussi une façon de diviser le risque, ça. Donc le mode d'exploitation, tu sais très bien ce que c'est par exemple louer un appartement en nu, louer en meublé, louer en colocation, louer en meublé de courte durée, louer en local commercial, enfin tu vois, j'en passe et des meilleurs. Il y a vraiment tout un tas de façons de louer. Et c'était important pour moi d'appuyer là-dessus, c'est le point numéro 2, mais franchement, il est tout aussi important que le point numéro 1. Donc le point numéro 1, je rappelle, c'est diviser le nombre de risques par le nombre de lots, et ensuite diviser aussi le risque en étant libre du mode d'exploitation. Donc exemple, toujours avec mon immeuble de 3 lots, donc tu prends les 3 lots, bah, au dernier étage, tu vas mettre une exploitation classique, donc tu vas faire du meublé parce que tu es intelligent, tu vas le faire en location meublé non professionnel ou professionnel plus tard. Donc tu mets tes locataires en place, c'est censé être un bail qui dure dans le temps. Ensuite, dans l'appartement juste en dessous, tu le mets en location, c'est pas moi, c'est pareil, c'est un grand appartement, tu le divises, donc tu fais 3 chambres et tu fais une colocation. Donc tu te retrouves avec au dernier étage une location meublée classique, au premier, donc juste en dessous, une colocation de 3 personnes. Donc tu as divisé au sein de ce même lot le risque par 3, tu vois déjà. Et ensuite, au rez-de-chaussée, admettons que tu as aussi un lot qui fait la même taille. Évidemment, je pars sur un exemple hyper basique, hyper simple à comprendre, hein. Donc un lot qui fait la même taille, que tu veux diviser en deux, donc tu fais une demande pour diviser ou pas. Si tu es un loupard, peut-être que tu feras pas la demande et que tu garderas qu'un seul compteur électrique, peu importe. Tu divises ton appartement en deux, donc tu en fais deux T2, au lieu de faire un grand T3 ou un T4, tu en fais deux T2, et tu les mets en location saisonnière. Tu vois, donc déjà, donc tu as 3 types d'exploitation différents, tous en meublé, mais avec des risques vraiment différents. Donc ça c'est chouette, d'autant plus que je rappelle que pour le meublé, en location donc saisonnière ou de courte durée, peu importe comment tu appelles ça, je te rappelle que tu prends toujours l'argent d'avance et que tu n'as pas de risque d'impayé, hein. Donc ça c'est le gros avantage. Si tu as besoin d'en savoir plus là-dessus, bah, tu peux me faire un message dans les DM de l'Insta ou sur LinkedIn. Je te répondrai avec grand plaisir. Le troisième point, j'en ai déjà parlé, c'est qu'en fait tu peux créer ou diviser des lots. Je m'étais noté ça par rapport à notamment une surface commerciale qui était non exploitable en habitation, où là on a divisé des lots, on en a fait 6 box de stockage parce que ce type d'exploitation me permet de l'utiliser comme ça. Et donc bah, c'est extrêmement simple. On a pris la surface brute, on l'a divisée, on a monté des plaques, des rails, des plaques de placo, on a mis des portes, on a mis une caméra, on a mis l'électricité pour qu'il y ait la lumière, et on a divisé, on a mis des verrous à chaque porte. Et du coup, bah, ça fait des box et ils sont tous loués aujourd'hui. Donc voilà, donc même au sein de ça, donc c'était un lot,
et on l'a divisé en 6 malgré tout, même si là vraiment c'est pas vraiment une division de lot, c'est juste ce mode d'exploitation permet de diviser le risque parce que bah, au lieu d'avoir un seul loyer à je sais pas, 200 euros, bah, là on a 6 loyers à entre 70 et 90 euros. Donc voilà, et en plus on est plus rentable parce que une surface louée, plus la surface est petite quand on loue, plus elle se loue cher au mètre carré. Le point suivant, c'est que tu peux apporter de la plus-value là où tu en as envie. Donc l'avantage de l'immeuble de rapport, c'est que tu es tout seul sur la propriété. Donc généralement, hein, évidemment, je parle on va dire en essayant de faire une généralité, même si des fois il y a une petite copro parce qu'il y a un bout de l'immeuble qui n'est pas à toi, etc., qui a été revendu à l'immeuble d'à côté, etc. Ça arrive. Mais vraiment, dans la plupart des cas, l'immeuble de rapport, tu peux lui apporter de la plus-value là où tu le souhaites. Donc moi, j'ai deux exemples super par rapport à ça. J'ai un immeuble où j'ai refait entièrement la cage d'escalier récemment, mais parce que j'avais plus de travaux dans les appartements. Et donc dans cet immeuble-là, ben, on a retapé la cage d'escalier et dans la partie du rez-de-chaussée de la cage d'escalier, donc vraiment là où il y a les boîtes aux lettres et tout, on s'est même un petit peu fait plaisir, on a mis en haut et en bas des moulures en polyester qu'on a collé et qu'on a repeint, donc pour donner vraiment un cachet, un truc un petit peu plus authentique à l'entrée, parce que je trouvais que c'était un peu impersonnel, c'était pas très joli. Et sur la partie supérieure, on a mis de la peinture, et sur la partie inférieure du mur, je parle, on a mis du papier peint un peu gaufré façon baroque. Donc vraiment, on a essayé de donner une plus-value et de la chaleur à ce couloir d'entrée en fait, et ce jusqu'à l'escalier qui monte dans les étages. Après, on a laissé tout en blanc classique. C'est blanc et beige d'ailleurs. Et on a aussi rajouté en bas des petits tableaux, enfin un triptyque en fait, et un miroir, un grand miroir, ça c'est très important dans tes immeubles. Si jamais c'est un actif que tu possèdes ou que tu vas posséder, je te conseille de mettre un grand miroir, enfin le plus grand possible, ça dépend ce que tu as sous la main, si tu en as déjà un, bah réutilise, sinon achète-en un. Mais le miroir c'est hyper important parce que ben, n'importe qui sort de chez soi, il veut vérifier qu'il est bien sapé, qu'il n'a pas un épi ou qu'il n'a pas, je sais pas, une tache au milieu du visage avant de sortir. Et donc j'ai remarqué que bah, c'était très apprécié. J'ai reçu des petits textos de mes locataires par rapport à ça. Donc c'est une façon d'améliorer l'habitat, aussi d'améliorer du coup la cage d'escalier de ton immeuble. Et je tiens à préciser que ça serait impossible de le faire par toi-même, même si tu en avais les moyens. Dans une copropriété, parce qu'il faut d'abord faire voter, donc impossible, c'est pas vraiment ça, mais c'est juste qu'il faut d'abord faire voter, et crois-moi, pour avoir été en copropriété, c'est toujours très difficile de faire voter des choses quand elles sont pas nécessaires. Mais quand je vais dire nécessaire, j'ai envie de dire extrêmement nécessaire, hein. Donc généralement, les copropriétaires, quand ils vivent pas sur place, ça les intéresse que très peu de faire, de créer une sorte de plus-value visuelle à l'atmosphère de leur immeuble. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre les loyers et basta. Mais en réalité, quand tu achètes, toi, en solo, une monopropriété d'immeuble, bah, tu as envie que les communs ils soient sexy ou au minimum qu'ils soient propres et chaleureux, dans la mesure du possible, évidemment. Du budget que tu as consacré à ça, évidemment. Mais c'est important parce que ben, ça fait partie de la condition de vie générale de l'immeuble. Tu vois, si tu as un immeuble qui est nickel chrome et que la cage d'escalier elle craint, bon, ben, ça va pas faire fuir tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui vont se demander ah, c'est dommage quand même, tout est nickel sauf la cage d'escalier. Donc voilà, j'avais un autre exemple, et il s'agit de quelque chose d'un peu plus technique, puisque c'est de la réception des réseaux téléphoniques dans les immeubles. Donc il s'agit en fait d'une antenne. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire si j'étais en copropriété, parce que ça coûte un petit peu d'argent, tu vois. Je crois que ça m'a coûté quelque chose comme 350 ou 400 euros. Mais j'ai fait installer dans deux immeubles une antenne pour avoir une meilleure réception, en fait, si tu préfères, du réseau dans les appartements. Pourquoi? Parce que les immeubles que j'achète, c'est des immeubles type 1900, 1930. Donc c'est de la grosse pierre, c'est de la pierre énorme, et c'est dans des cœurs de ville. Et donc dans ces cœurs de ville, bah, des fois, t'as pas un très très bon réseau. Et donc deux fois, ça m'est arrivé que mes locataires me disent, bah écoutez, je sais pas, j'ai pas fait attention lors de la visite, mais en fait, j'ai que une barre de réseau, ou voire même, j'ai une locataire qui n'avait pas du tout de réseau. Elle avait rien du tout. Elle avait pas de réseau. Donc quand elle voulait appeler, je me rappelle qu'elle m'a dit qu'elle appelait en appel Wi-Fi. Tu sais, elle a fait installer une box internet tout simplement, puisqu'il y a la fibre au niveau de l'immeuble. Donc elle s'est fait installer une box. Et donc du coup, c'était le seul moyen de communiquer avec elle. Quand quelqu'un voulait l'appeler, c'était
En tout cas, qu'elle, elle ait sa Wi-Fi de connecté. Donc voilà, donc c'est pas super agréable pour un locataire. Et donc du coup, j'ai trouvé ce système, donc j'ai eu le temps, enfin, du coup, je me suis un petit peu formé sur ce genre de matériel. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, quel type de matériel fallait prendre. Évidemment, il n'y a aucune boîte française qui produit ça, donc il faut acheter moi, je crois que j'ai acheté une boîte taïwanaise enfin, il y a plusieurs choix. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choix dans des boîtes chinoises et moi j'ai acheté une boîte taïwanaise. Je te mettrai le lien de cette antenne. Ça fonctionne comme une antenne relais en fait, si tu veux. Donc, tu as une antenne que tu installes sur ton toit. Donc que tu fixes, c'est très très simple, c'est un kit, hein, donc il te donne tout, tu absolument rien à faire, tu prends juste ta clé de 10 là, pour serrer ton antenne sur l'antenne déjà existante qui est sur ton toit. Ensuite, tu fais courir le fil, tu le fais descendre dans les communs, donc dans la cage d'escalier, et tu l'amènes à ce qu'on appelle un répartiteur. Et ce répartiteur, en fait, je te prendrai une photo, je te mettrai sur l'Instagram, tu verras, sur le LinkedIn aussi. En gros, ce répartiteur, c'est un boîtier qui va traiter le réseau à l'extérieur, qui va le pomper et qui va le redistribuer vers une autre antenne. Donc là, c'est l'antenne qui reste à l'intérieur de l'immeuble. Donc tu as une antenne pour faire de la réception. Tu as cette espèce de transformateur qui va d'ailleurs diviser les réseaux. Donc le réseau 3G, le réseau 4G, le réseau Edge. Et il y a un autre réseau que je ne sais pas ce que c'est. Peut-être 5G d'ailleurs, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que ça les prend, ça les divise et ensuite ça les redistribue vers cette autre antenne qui est extrêmement discrète, c'est un petit carré blanc en plastique. Donc ça implique de faire courir des fils, mais ça se cache dans les angles ou alors dans une goulotte, ça se voit pas du tout. Donc voilà, et moi j'ai trouvé ça comme système. Et pourquoi je te raconte tout ça? Bah, tout simplement parce que si jamais j'étais en copropriété, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de facile à faire voter. Ça vraiment, pourtant c'est indispensable, hein. C'est indispensable. Aujourd'hui, avec tous les travails qu'on peut faire à la maison, puis même on est tout le temps connecté, nos téléphones, ils ont besoin de recevoir le réseau, ne serait-ce que le réseau téléphonique, si possible encore plus la 3G et la 4G, mais le réseau téléphonique, c'est le minimum. Et le dernier point sur lequel je voulais appuyer avant de conclure par rapport à ces immeubles de rapport, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant, et c'est comme ça que moi je pense réussir à presque doubler ce que j'ai réussi à atteindre. Donc du coup, moi en exploitant, il y a un de mes immeubles qui me fait à lui tout seul, qui génère un salaire de cadre. Donc à lui tout seul, il génère 2000 euros net par mois de loyer. Donc ça, c'est la beauté de la chose. Pourquoi? Parce que j'ai exploité à son paroxysme tous les 4 premiers points que je viens d'énumérer. Et j'ai un autre immeuble par contre où là j'ai un rez-de-chaussée qui n'est pas exploité. Et là c'est le point numéro 5 et c'est sur lequel je suis en train d'essayer de me former un petit peu et en tout cas d'aller chercher des investisseurs qui ont de la bouteille et qui peuvent m'aider peut-être à réussir à trouver mon modèle. Donc en gros c'est d'imaginer la possibilité de business que tu peux mettre en automatique dans ce local commercial. Donc moi c'est un local où je peux mettre n'importe quel type de business. Donc ça pourrait très bien être, je pourrais jouer la carte de la facilité, trouver quelqu'un qui a un resto et lui ou n'importe quoi d'autre comme ça, un bail alimentaire et le louer. Donc c'est pas vraiment mon but. Moi je cherche vraiment à faire un truc qui va rester dans le temps, qui va s'automatiser le plus possible parce que moi je suis comme ça aujourd'hui. J'essaie vraiment de faire des choses qui n'ont pas besoin de moi pour se gérer, ou en tout cas très peu, ou alors qui puissent être délégués. Et donc du coup, je pense à type laverie. J'imagine que si tu écoutes le podcast, c'est que tu sais que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc mettre une laverie automatique, ou alors un bureau divisé, donc un bureau pour quelqu'un avec à côté d'autres services automatiques. Ça peut être, tu vois, je pourrais très bien monter un mur en parpaing, à droite laisser un bureau avec une vitrine et donc, du coup, louer ça, je sais pas, à un assureur, à une psychologue ou une infirmière, etc. Et à côté, mettre, du coup, encore une fois, pour diviser mon risque et essayer de créer un business automatique, mettre des petites machines de boissons ou de gâteaux en automatique. Tu vois, je sais pas, je me pose des questions. Il y a aussi autre chose, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de boulangerie. À 200 mètres autour de cet immeuble, il n'y a pas de boulangerie. Alors que enfin, je peux pas dire la ville, mais on est dans une ville qui est plutôt connue. Et aussi étrange que ça puisse paraître, il y a de moins en moins de boulangeries. Je pense que les gens, enfin, ils gagnent pas leur vie dans ce genre de business parce que sinon il y en aurait plus. Mais là, il y en a pas, donc je pense peut-être à une machine à pain automatique, tu sais, donc du coup être maqué avec une boulangerie ou un dépôt de pain qui lui viendrait s'occuper du réassort et moi posséder la machine qui gère les ventes et donc du coup lui moi je lui enfin, je sais pas trop comment faire mais en tout cas voilà je cherche
a la possibilité de créer un business en automatique dans ce rez-de-chaussée. Et je pense que ça fait partie aussi des choses que tu dois considérer quand tu achètes un immeuble, c'est que tu as aussi toutes ces surfaces où tu peux, surfaces commerciales où tu peux créer un seul et unique bail, mais tu pourrais aussi tout simplement te dire, bah attends, peut-être que le bail, je peux me le verser à moi-même dans le sens où je crée le business automatique qui va payer pour le bail et qui va surtout recréer de la rentabilité. Donc d'une part, le business, il te paye le bail à toi ou à ta SCI, et d'autre part, ben, le business, il est, bah, soit il est break-even, tu fais zéro, mais en tout cas tu gagnes en rentabilité sur le bail, et donc dans ce cas-là, c'est comme si tu avais un locataire, puisque c'est une société, ou alors, et d'ailleurs c'est très souvent ce qui se passe, ben, ces machines automatiques, elles sont rentables, et donc du coup elles te génèrent du cash, et donc c'est une boîte qui travaille pour toi tout simplement. Voilà un petit peu les 5 points qui sont importants à mon avis sur le fait d'avoir ce genre d'actifs, donc les immeubles de rapport dans ton portefeuille d'investissement immobilier. En conclusion, je dirais vraiment que c'est, suivant tes objectifs, ça peut correspondre en tout cas à un raccourci impressionnant pour arriver à remplacer ou à venir sublimer un salaire que tu aurais déjà. Tout en sachant que les immeubles de rapport, c'est quand même plus facile à les financer quand on a une situation stable, hein. Autant te dire que c'est pas. Ou alors il y a aussi la technique, tu le sais, de pouvoir acheter un immeuble en disant que oui, tu vas garder un appartement pour toi en résidence principale et le reste, tu vas le mettre en location et donc du coup, ça va te payer ton crédit, plus tu vas faire du cash flow, etc. Mais bon, quand même, les banques, elles sont frileuses, elles font attention. Donc je te dirais plutôt de. Ça se fait, hein, ça se monte, mais je te dirais d'être plutôt transparent et de faire les choses bien et donc peut-être de profiter d'une situation de salariat peut-être avant de te lancer là-dedans. Et une fois que tu as l'obtention et que tu commences à créer tes premiers revenus et que tu es confortable, peut-être après de changer de situation. Après, je tiens quand même à dire, parce que j'ai remarqué qu'il fallait quand même donner des disclaimers, parce que quand je vois la qualité des questions que je reçois, des fois j'ai envie de. Franchement, j'ai envie de casser des assiettes. Mais ouais, le disclaimer, c'est juste de dire que, bah, évidemment que c'est du travail, quoi. Pense pas que tu te lèves du jour au lendemain, tu t'achètes un immeuble, dès le premier mois, tu es rentable, dès le premier mois, tu fais du cash flow, etc. C'est pas comme ça. Évidemment, il y a une grosse partie travaux à gérer, hein. On n'achète pas des immeubles où il n'y a pas de travaux à faire, hein. Pas de travaux, pas d'IMO, comme dirait Miguel Ortega, spécialiste des travaux. Mais ouais, évidemment, c'est du taf, faut gérer les travaux, faut gérer les artisans, faut gérer le projet, faut l'imaginer, faut gérer les matériaux, faut gérer les meubles plus tard. Il faut aussi imaginer le type de client que tu veux, le type de client, le type de locataire que tu veux pour pas te tromper sur comment tu vas exploiter, parce qu'il faut mettre le bon client en face du bon produit et vice-versa. Donc ouais, c'est un vrai travail. Donc je le dis parce que j'ai l'impression que dans cette société, tout est fait pour nous abétifier et qu'on nous prend vraiment pour des jambons. Mais non, mais c'est pas possible de le faire sans aucun travail. Ça se fait pas en automatique. Ou alors tu achètes du clé en main, mais tu n'auras pas tes 10-12% de renta et tu n'auras pas ton salaire de cadre remplacé avec un seul et même investissement. Voilà, évidemment, c'est une référence un peu punchline que je donne comme ça. C'est pas possible à chaque investissement. Moi, il se trouve que j'ai pu le faire sur l'un de mes immeubles, mais pour plein de raisons différentes. Et encore, j'ai même une cave, tu vois, que j'ai pas encore exploitée. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur évidemment, il y a du taf. Faut pas penser que ça se fait, ça va tomber tout cuit dans le bec. La question du jour, c'est la question de Quantino sur Insta, Quantinho peut-être. Mon premier projet locatif est presque fini. Des conseils pour choisir un locataire solvable et éviter les impayés? Ah ben alors là, ça c'est la vraie question. C'est une bonne question, mais elle est peut-être mal posée, Quentin, Quantino, Quantigno, je sais pas comment tu t'appelles. C'est un peu pareil, c'est un peu ce que j'étais en train de dire juste avant. Il y a pas de, tu vois, tout le monde veut, dans l'immobilier, tout le monde veut faire de l'immobilier, mais personne veut d'impayé. C'est un peu comme c'est comme vouloir être skater pro, mais pas accepter de se casser la jambe de temps en temps. Tu vois, c'est abusé. Si il y a un mec qui dit ouais, moi je veux être, je veux être, je te dis n'importe quel sport, je veux être sportif de haut niveau, mais j'accepte pas de me blesser, bah c'est abusé en fait. T'as juste envie de lui dire, bah fais pas ça, va faire du tricot en fait. Donc la bonne question c'est, je comprends, je la comprends ta question, je comprends la crainte, mais je pense que c'est juste le résultat d'une abétification constante de la société. En réalité, il faut surtout suivre beaucoup ton instinct. Il y a plein de techniques, on peut en parler en DM.
si tu veux, ou alors tu prends directement rendez-vous sur le Calendly. Là, j'ai mis un Calendly, j'ai ouvert des dates à disposition là, sur le Calendly. Tu peux trouver ça dans la description. Tu prends rendez-vous et on en discute. Ça me ferait plaisir de t'aider. Mais en vrai, il y a suivre, donc bien monter son dossier locatif, suivre les derniers règlements de son ancien loyer, donc demander les quittances, vérifier la preuve de travail, comme quoi la personne travaille bien ou qu'elle a une rentrée d'argent constante et qu'elle est équivalente à suffisamment pour qu'il ait de l'argent une fois qu'il ait payé son loyer, qu'il ait suffisamment pour vivre en fait. Le reste à vivre, c'est important. Évidemment, peut-être te baquer sur une garantie de loyer impayé si tu peux, ou alors de demander des garants si la personne elle peut avoir des garants, un garant minimum. Voilà, je sais que c'est pas toujours facile de demander ce genre de choses. Sinon, tu as aussi la solution Visal. Pour ceux qui connaissent Visal, tu tapes Visal sur internet, tu verras. C'est un organisme de garantie baqué par l'État. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça, mais sinon vraiment ce que je devrais dire, c'est un point, qui moi me parle vachement, c'est, suis ton instinct. Quand tu fais les visites, regarde comment la personne se tient physiquement, regarde comment elle parle, regarde comment elle se comporte, ce qu'elle dit, le choix des mots. Est-ce que c'est une personne réfléchie? Est-ce que c'est une personne nerveuse? Est-ce que c'est une personne où tu as l'impression qu'elle sent pas la vérité, tu vois, qu'elle est un peu, est-ce que c'est une personne pointilleuse, voilà, fais attention à toutes ces choses-là et écoute ton feeling. Et ensuite, évidemment, tu peux, si tu as encore des doutes, ben, le dossier de location, il est aussi là pour ça. La reco de la semaine, pour terminer, c'est la reco de la semaine. Je m'étais noté de vous mettre le lien, en fait, tout simplement, de l'antenne réseau, qui est une vraie super solution. Moi, je tiens juste à préciser que ça a solutionné pour 3 appartements dans un immeuble, 3 appartements, et dans l'autre, 2 appartements. Ça a solutionné un réseau 3G, 4G hyper nickel avec 3-4 barres de maintien constant. Et ça consomme quasiment rien, c'est plugué dans les communs, et ça consomme rien du tout. C'est moins qu'une ampoule, c'est que dalle. Voilà pour l'épisode du jour, je te dis à bientôt dans une nouvelle chronique. Salut!